Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nature Aventure Survie, le podcast. Nature, Aventure survie. Dans le dernier épisode, nous avons fait connaissance avec Pierre-Élie Gaspin, coutelier. Il a commencé à nous présenter les différentes parties d'un couteau et nous allons apprendre ce que c'est pour lui qu'un bon couteau de bushcraft et comment entretenir ses lames. D'abord, nous allons finir par mourir de soif sur ce fichu rafio. Si ça continue, capitaine, nous serons bientôt au régime du docteur Bombard. Ouais. Wilson! Wilson! Alors justement pour toi, c'est quoi un bon couteau de bushcraft ? À quelles conditions il doit répondre ? Il n'y a pas vraiment de conditions synonymes, enfin qui font d'un couteau un couteau de bushcraft. En fait, c'est plus l'activité. Si je prends un couteau suisse avec moi et que je vais faire du bushcraft, ça sera mon couteau de bushcraft. Par contre, il y a certains points, je pense, qui favorisent le fait qu'un couteau de bushcraft sera meilleur que notre. Et c'est sur ces aspects-là que je travaille, moi, quand je conçois un couteau, quand on me demande de concevoir un couteau, ou que je fabrique un couteau sans demande particulière pour moi. Il y a plusieurs points, il y en a 3 principaux et deux autres secondaires. Les 3 premiers points, je pense, pour moi, qui vont faire la différence sur un bon couteau de bushcraft. Donc ça va être la polyvalence du couteau, donc dans ses formes, dans la capacité qu'on peut avoir à l'utiliser, c'est-à-dire pouvoir faire un maximum de choses avec, sans avoir besoin d'un autre outil pour faire la même tâche. Il va y avoir l'ergonomie, un couteau, le couteau il peut être bon, il peut avoir un super acier, mais s'il est mal conçu, mal équilibré, avec un manche pas confortable, on va faire moitié moins de choses que ce qu'on aurait pu faire avec. Donc polyvalence, ergonomie. Ergonomie donc aussi qu'on puisse le prendre dans plusieurs positions dans la main, en prise, plusieurs prises quoi, prises avancées, prises reculées, prises inversées. Et un troisième point donc c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'il soit bien conçu, donc par rapport aussi donc à l'équilibre, à la géométrie de la lame, au rapport manche-lame. Ces 3 points là, polyvalence, ergonomie, efficacité, donc ils sont quand même étroitement liés et l'un influence l'autre en fait. Donc ça c'est les 3 principaux points sur lesquels je me base pour concevoir ce que j'appelle un bon couteau de bushcraft. Et après il y a les points secondaires qui sont la solidité. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais des plates semelles et que je fabrique un plate semelle. Parce que le couteau, il a beau être super, s'il résiste pas, c'est dès qu'on lui tape un peu dessus ou qu'on en a besoin de manière engagée, ça sert pas à grand chose. Donc solidité, donc quatrième, et facilité d'entretien, c'est-à-dire pouvoir l'affûter sur le terrain avec une petite pierre ou des outils rudimentaires et pouvoir l'entretenir, donc le nettoyer. Voilà. Nettoyage, affûtage, pas être obligé d'être à la maison avec du matériel particulier afin de réaliser ça. Ça c'est pour moi c'est les 5 points qui caractérisent un bon couteau de bushcraft. Il peut y en avoir plein d'autres. Je parle pas là des qualités de l'acier du couteau lui-même. Je parle simplement du fait qu'un couteau puisse être meilleur que l'autre en bushcraft, mais pas au niveau de l'acier. Donc c'était polyvalence, ergonomie, efficacité, solidité et facilité d'entretien pour moi. C'est Justement, pour revenir sur l'entretien, tu parles de l'affûtage et puis nettoyage. En quoi est-ce que ça consiste ? Alors l'affûtage, c'est maintenir le tranchant de son couteau coupant. C'est quand même assez important parce que souvent, d'ailleurs, les gens peuvent considérer ça comme un paradoxe, mais au final ça l'est pas. C'est plus sécurisant, c'est plus sécuritaire d'avoir un couteau bien affûté que mal affûté quoi. Parce que un couteau mal affûté, ce qui va se passer, c'est que pour réaliser la même tâche, une tâche donnée, couper une cordelette, tailler un bout de bois, si le couteau coupe mal, on va forcer beaucoup plus qu'avec un couteau qui coupe bien, avec lequel ça sera tranché net et rapide. Si le couteau coupe mal, on va forcer, on va s'y reprendre, se mettre dans une autre position. Donc l'affûtage
un bon affûtage régulier sur son couteau, c'est-à-dire qu'on affûte régulièrement dès qu'on voit que voilà, il commence à tailler un peu moins. C'est un gage de sécurité, c'est aussi un gage de plaisir à l'utilisation, mais c'est aussi un gage de sécurité donc pour l'affûtage. Et ensuite il y a le nettoyage. Bon, ça concerne les couteaux donc qui ont principalement un acier au carbone. Il y a deux types d'acier, il y a les aciers inoxydables donc qui roulent pas, et les aciers au carbone. Si on le laisse humide, si on laisse la lame humide quelques jours sans s'en occuper, ben, il va y avoir des points de rouille qui vont apparaître et progressivement au fil du temps la lame et ses qualités vont se détériorer. Donc c'est important de pouvoir l'entretenir. Si c'est un manche en bois, pouvoir lui passer une petite couche d'huile pour le renourrir un peu et le refaire briller. Voilà, nettoyage, affûtage, c'est des opérations qu'on fait. Enfin, que moi je fais même plus gaffe, je le fais sans plus faire attention, que ça devient une habitude en fait. Voilà, c'est des opérations. Des fois, on entend aussi dire qu'il faut huiler sa lame. Donc, tu peux expliquer juste à quoi ça peut servir, ça? Ben, le fait de déposer un corps gras en fait sur les aciers au carbone, ben, ça permet d'empêcher l'oxydation de s'y déposer en fait. Voilà, tout simplement. C'est pas nécessaire sur les lames en acier inox. Bien que ce soit pas inoxydable au sens strict, et si on laisse une lame en inox dans la terre pendant un temps donné ou mouillé pendant un temps donné, on pourra quand même trouver quelques traces, mais ce sera beaucoup moins que sur l'acier au carbone. Donc on dit de huiler, mais par exemple un petit couteau de randonnée ou de bushcraft avec lequel on coupe le saucisson régulièrement, ou du magret, ou qui est en contact avec des corps gras ou du beurre ou de l'huile ou ce genre de choses, il n'a pas besoin d'être huilé. On parle d'huile et salame, c'est principalement quand on stocke le couteau. C'est-à-dire on le range au moment de le ranger, on le nettoie un peu, si on veut être sûr que la lame bouge pas, on y passe un peu d'huile végétale, que ce soit de l'huile de colza, de l'huile d'olive, ou même de l'huile comme du WD-40, mais bon, ça après, attention à pas non plus couper les aliments juste après avoir passé ce genre d'huile dessus. C'est principalement pour le stockage, quoi. Donc même couper le saucisson lors du pique-nique en randonnée, ça fonctionne, quoi. Ouais, ça suffit, on coupe le saucisson, il y a des résidus de graisse qui se déposent sur la lame, un petit coup de chiffon sur la lame, ça finit d'étaler ça, et ça suffit pour protéger la lame sans souci. Ouais, c'est super, mais par contre le vin rouge, ça sert à rien à côté? Non, le vin rouge sur la lame, on peut pas faire grand chose. D'accord. Sinon, tu es connu pour avoir fabriqué un couteau qui s'appelle le Pister, qu'on a pu voir dans Bushcraft Attitude Magazine. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment il est né et pourquoi est-ce que ça en fait un couteau digne du bushcraft en fait? Alors le Pister, il est né un peu comme quand je me suis mis au couteau, un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai rencontré Florian Morel, donc le créateur du magazine, sur un forum, sur internet. Au moment donc d'une loterie de fin d'année, le forum organisait chaque année une loterie où on mettait les lots en rapport avec la vie nature qu'on n'utilisait plus. Et donc j'ai mis un couteau que j'avais réalisé dans ces lots, et le hasard a voulu que ce soit Florian qui soit tombé sur mon lot. Donc j'avais pas vraiment échangé jusque-là avec lui, mais voyant un peu les vidéos qu'il avait faites et connaissant un peu ce qu'il faisait, donc je lui ai proposé donc de lui en faire un autre plus adapté au bushcraft. Vu que je faisais des couteaux de bushcraft, j'ai dit je vais te faire un vrai couteau de bushcraft. Donc je lui ai fait un couteau pour lequel il a été très content d'ailleurs. Et je pense que c'est pour cette raison qu'après il m'a recontacté pour me proposer de travailler et de réaliser le couteau pour le magazine, quoi, qui serait proposé via le magazine. Donc c'est le Pister. Le Pister, il est né comme ça. À partir donc de cette rencontre, il m'a proposé donc un premier design de couteau qu'il m'a envoyé, sur lequel on a travaillé. Moi j'avais déjà quelques idées aussi qu'on a mis en commun, notamment
les différents trous qu'on peut voir donc proche de la garde, la partie supérieure de la lame, les deux trous donc à l'arrière vers le manche. En fait, l'idée c'était d'avoir le couteau le plus polyvalent possible, quoi, qu'on puisse s'en servir d'un maximum de façon possible. Et après voilà, c'était définir un peu la longueur du couteau. Flo avait déjà une idée assez précise, une dizaine de centimètres de lame qui puisse servir à voilà, une taille moyenne de lame, un manche aussi de taille moyenne avec un talon dépassant qu'on puisse utiliser pour taper dessus. C'est comme ça que le couteau est né. Après un ou deux prototypes que je lui ai envoyés, le magazine est sorti au bout d'un ou deux numéros. Voilà, le couteau est paru dans le magazine. Et donc le pisteur, c'est un couteau à soie plate, qui a un manche de quel type? Alors, le pisteur, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, il est représentatif un peu des couteaux que je fais et que j'aime faire. C'est-à-dire en plate semelle avec une émouture scandinave, un acier au carbone. Et voilà, il y a deux versions. Il y a une version avec un manche en matériau composite qui est micarta, et une version avec un manche en rosse de noyer, qui est un peu plus, qui a un aspect un peu plus traditionnel. Donc voilà, c'est plate semelle d'une dureté médiane, environ que j'estime à 58-60 à peu près, en fonction des traitements thermiques, pour que ça conserve un bon tranchant, tout en permettant un affûtage assez rapide. Donc voilà, c'est un peu le couteau typique de bushcraft, quoi, dans ses dimensions et dans ses caractéristiques. Sinon, en bushcraft, on utilise souvent des firesteel, hein, les pierres de magnésium là. Il y en a certains qui qui défendent l'idée de gratter le firesteel avec la lame du couteau, d'autres qui essayent d'éviter ça au maximum. Puis c'est vrai que très souvent, de toute façon, les firesteel sont vendus avec un grattoir. Toi, t'en penses quoi en fait? Alors, ben voilà, sur la plupart des couteaux, même sur tous quasiment, hein, sauf demande express que je fais, moi je laisse l'arête supérieure de la lame saillante en fait, c'est-à-dire affûtée à 90 degrés, de façon à pouvoir gratter le firesteel avec le dos de la lame. Parce que moi je trouve dommage ça se fait hein, en situation de survie quand il n'y a pas le choix, je le ferai sans souci, mais gratter le firesteel avec le tranchant, ouais ça gratte bien, mais voilà, après ça désaffûte le couteau, quoi. Ça peut le désaffûter assez vite. Donc moi personnellement je gratte pas le firesteel avec le tranchant, mais toujours avec le dos du couteau. Après je sais que certains couteaux le permettent pas, je sais pas. Les Mora, je sais pas. Je sais pas si les Mora te permettent. J'ai honteusement limé en fait le dos des lames de Memora pour pouvoir y arriver, mais c'est vrai que sinon il y a pas un enfin le grattage est mauvais quoi. Ouais, ben voilà, en général les couteaux industriels, ils arrondissent légèrement les arêtes pour que ce soit confortable à prendre à main ou à poser le pouce. Chose que je fais pas sur les couteaux, que la plupart des couteliers bushcraft ne font pas non plus. Mais c'est vrai que utiliser le tranchant, bon, s'il n'y a pas le choix, oui. Après, si c'est un loisir ou à la limite, il vaut mieux gratter ouais, avec un grattoir ou le dos du couteau quand c'est possible. Si l'acier le permet, parce que tous les aciers le permettent pas. Ouais, puis c'est vrai que c'est dommage quand on a un bel objet, un beau couteau, je trouve que c'est quand même dommage d'aller foirer le tranchant. Bon, on est d'accord, on peut le réaffûter après, mais bon, c'est quand même des gros dégâts quand même, hein. Ouais, voilà, puis surtout que en fait l'affûtage ça peut être très rapide si on le fait régulièrement. Par contre, si on attend que le fil soit complètement désaffûté, c'est-à-dire que quand on regarde le fil en face, on le voit briller sur tout son long, et là ça va être plus long et plus fastidieux, quoi. Donc c'est vrai que c'est dommage, de devoir passer du temps à réaffûter correctement son couteau, parce que ça demande quand même une petite technique. Bon, ça vient vite, hein, et c'est dommage de devoir passer tant de temps, beaucoup de temps à affûter son couteau, alors que si on a la possibilité de gratter le firesteel avec le dos. Pour en revenir à une situation de survie, quel est le seul et unique outil que tu aimerais avoir sous la main? En tant que coutelier, forcément, ce serait un couteau. Ah bon? Ouais, forcément, ouais, forcément. Alors plus jeune, quand je me posais la question, j'hésitais, je réfléchissais, oui, un briquet, pour faire du feu, je sais pas, mais après, quand on s'intéresse un peu au bushcraft et au milieu de la survie, ben, on se rend compte que tout ce qu'on a besoin de faire, on peut le faire avec un couteau.
Donc ça serait, moi personnellement, si je devais choisir un seul objet, situation de survie, donc ça serait un couteau avec une lame d'environ 15-20 cm à peu près, ouais, une vingtaine de centimètres. Donc en plate semelle, suffisamment épais pour être solide et pouvoir débiter du bois sans y passer la journée, mais pas non plus une épée ou une machette, de façon à ce que je puisse à ce que ça reste maniable pour les petits travaux, quoi, que ce soit de sculpture, de taille ou de dépeçage, donc ouais, ça serait un couteau, parce qu'avec un couteau on pourrait tout faire, on peut s'abriter, dépecer, défricher, fabriquer de la corde, s'aider à faire un feu. Chose qu'on pourrait faire sans couteau, mais qui demanderait du temps et une énergie considérable. Ouais, parce que les substituts naturels au couteau, bon, genre le silex ou les pierres très denses, bon, faut trouver la bonne pierre, faut trouver la bonne roche, Faut trouver la pierre, il faut pour bien faire avoir une technique de taille, hein, parce que on peut trouver un bon caillou qui résistera, mais s'il n'y a pas la bonne facette ou une face tranchante, mais pour tailler un bout de bois, ça peut être évident. Donc voilà, ça serait possible sans couteau, mais le couteau c'est vraiment l'outil qui permet vraiment de s'émanciper en quelque sorte, parce qu'on s'émancipe jamais de la nature, mais vraiment d'acquérir une indépendance sans passer sa vie sur des tâches qui prendraient quelques minutes avec un couteau. Est-ce que tu aurais un livre à recommander sur ta discipline? Ou pas forcément sur ta discipline, mais un livre en rapport avec le bushcraft ou la survie? Alors sur ma discipline que la coutellerie, je dirais non, parce que déjà je n'ai pas. J'ai tout appris sur Internet, grâce aux gens qui partagent sur les forums. Donc sur la coutellerie, je vais pas vraiment pouvoir conseiller de couteaux, de livres, pardon. Mais par contre sur le bushcraft, j'en ai retenu 3 parmi la bibliothèque. Le premier, qui est un livre de François Couplan, qui s'appelle Vivre en pleine nature, aux éditions Sang de la Terre. En fait, c'est peut-être celui que je préfère sur le sujet, parce que c'est un guide de survie douce qui apprend donc à vivre dans la nature, mais avec la nature. En harmonie, en coopération, et qui place pas la nature comme un milieu hostile et comme un ennemi face auquel on doit lutter. Donc ce serait donc ce livre-là, Vivre en pleine nature, qui est écrit donc par François Couplan, qui est docteur en sciences, et qui accorde une large part, donc je crois qu'il y a plus de 100 ou 150 pages sur tout ce qui est plantes comestibles. Donc l'avantage c'est que vu qu'il est français, donc c'est des plantes qu'on retrouve sous nos latitudes, sous nos climats, que tout le monde peut retrouver dans son coin en France. Donc les plantes comestibles, ça j'ai bien aimé, avec tout ce qui est champignons aussi. Donc ça c'est pour mais le livre aborde aussi donc l'hydratation, nourriture, l'abri, la gestion du feu, l'orientation, l'hygiène naturelle, enfin tout ce qu'il y a besoin donc pour pouvoir vivre dans la nature face à une situation d'urgence ou de survie. Il y a un second livre donc qui traite un peu du même sujet, mais qui est plus qui est plus complet, mais qui a moins cette approche d'harmonie avec la nature. C'est Aventure et survie de John Weisman, aux éditions Hachette donc, qui lui aussi reprend tous les thèmes importants en situation de survie, hein, que ce soit l'hydratation, le feu, les abris, la chasse, le piégeage. Il est très clair, il y a des illustrations, il y a des végétaux aussi, il est détaillé. Il reprend des conseils donc en situation difficile dans différents environnements, comme en mer, dans le désert, en montagne, dans différentes situations. Donc ça, je trouve que c'est un bon livre aussi. Et enfin, un troisième livre, un petit livre que j'aime beaucoup, qui est plus orienté bushcraft. Celui-là, c'est Main habile de Albert Boecolt, aux éditions Elor Collection Bivouac. Et c'est un petit livre en fait sur la vie de camp, sur le mobilier de camp qu'on peut se fabriquer, que ce soit des établis, des tables, tout ce qu'on peut se fabriquer sur un camp en bois à partir
à partir de ce qu'on trouve autour, cordage. Il y a des conseils sur le travail du bois, sur l'abattage, sur la façon de réaliser des assemblages. C'est un tout petit livre que je feuillette de temps en temps, et celui-là aussi je le recommande. Donc ça serait les 3 livres que je peux retenir. Est-ce que tu as un conseil pour les débutants qui souhaiteraient découvrir le monde des couteaux ou qui voudraient, pourquoi pas, s'acheter un couteau? Alors pour ceux qui voudraient s'acheter un couteau, euh, donc parmi ce que j'ai décrit sur les caractéristiques des couteaux, donc plate semelle, montage sur soie, les types d'émoutures. Après, il faut aussi distinguer ceux qui sont réalisés industriellement et artisanalement. L'avantage donc des industriels comme les couteaux Mora, c'est que ils sont super abordables, hein, pour certains. Il y en a qui sont de très bonne qualité, donc les Mora, ou même les couteaux suisses, hein, ou les Opinel, qui sont une production industrielle. Euh, l'inconvénient, c'est que c'est des couteaux un peu impersonnels sur lesquels on peut pas vraiment ou peu qu'on peut pas vraiment personnaliser, quoi. Et par contre, il y a les artisanaux de leur côté, eux on peut les personnaliser. Certains artisans acceptent de faire du sur-mesure. L'inconvénient, c'est que voilà, c'est plus cher. Et en général, quand on met le prix dans ce genre d'outils, c'est pour le garder longtemps et en prendre soin. Donc voilà, il y a les industriels, les artisanaux. Moi, si je devais en conseiller un seul pour un débutant qui a jamais eu de couteau, qui a jamais été trop familiarisé à leur manipulation et donc qui risque de pouvoir l'abîmer ou qui veut pas se prendre la tête sur l'affûtage, je conseillerais un Mora aussi, un Mora comme tas. Je sais pas lequel tas. Moi, je sais que j'aime bien le Mora robuste, qui a une lame épaisse et une soie qui traverse loin. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pas évoqué je parlais tout à l'heure des aciers inoxydables et au carbone. Voilà, si un débutant qui veut pas s'embêter avec son couteau, le choix de l'acier inoxydable, ça peut être un bon choix au début. Surtout sur les couteaux comme les Mora, les Opinel. Il y en a l'acier inoxydable aussi sur les couteaux suisses parce que c'est des aciers inox, c'est des bons aciers inox qui se rapprochent des qualités des aciers au carbone, c'est-à-dire qui s'affûtent facilement, qui sont pas trop durs, qui tiennent bien le tranchant. Et après, quand on commence à être habitué un peu au couteau, on peut passer donc aux aciers carbone quand on prend le réflexe de l'essuyer un peu ou d'en prendre soin. Donc voilà, donc ça c'est pour l'aspect technique, et après donc il y a l'aspect quand même un aspect sécuritaire, hein, sur le couteau. Si on n'est pas habitué à manipuler un couteau, que c'est le premier qu'on manipule, donc pour les pliants, faire attention à pas se mettre en position à ce que la lame puisse se refermer sur les doigts, comme pour les couteaux suisses qui n'ont pas de mécanisme de blocage. Ça c'est pour le pliant. Mais après, pour les lames fixes et pour les pliants, c'est un peu les mêmes règles de sécurité, hein. C'est faire attention donc de jamais tailler dans sa propre direction, c'est-à-dire vers soi, en ramenant le couteau vers son buste ou vers ses jambes ou vers une partie de son corps. J'en ai déjà fait les frais, même en travaillant. S'assurer donc d'avoir le couteau bien à main, qui va pas glisser, qu'on n'a pas une prise bancale ou qu'on n'est pas sûr que le couteau va arriver jusqu'au bout de la manœuvre. Ne jamais laisser les doigts donc sur la trajectoire de la lame. Faire attention que toute la manipulation, quand on écorce, quand on bâtonne, quand on coupe, les parties, principalement les mains, soit pas dans cette trajectoire. Donc ça c'est l'aspect sécurité. Et il y en a 2 autres que je recommande aussi, c'est faire attention quand on est en situation de stress ou de fatigue ou de maladie, ou quand on est blessé. Là on a la vigilance qui baisse, et redoubler de prudence donc dans ces moments-là. Et finalement, quand on se sert d'un couteau, que ce soit chez soi ou dans la nature, c'est quand même bien d'avoir de quoi panser une plaie,
nettoyer et pincer une plaie avec soi, que ce soit un petit pincement, un petit sachet une compresse désinfectante avec un pincement ou un bandage, parce que quand ça arrive chez soi, c'est bon, on peut facilement le nettoyer, le soigner, mais quand on est dans les bois et si c'est une blessure qui touche une artère ou un point où ça saigne abondamment, il faut pouvoir y remédier, rapidement. Donc voilà, je conseille donc de la prudence quand on utilise l'outil et si possible donc d'avoir de quoi nettoyer et pincer une plaie avec soi quand on utilise un couteau. En plus, bon, tu as dit que tes parents t'avaient responsabilisé à l'usage du couteau, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que quand on débute en bushcraft, on n'est pas forcément accompagné, hein. Bon, parfois on a envie de débuter par soi-même, mais je pense que quand même là, nécessairement, c'est super important d'avoir quelqu'un qui nous explique comment manipuler le couteau. T'en as fait les frais, et puis t'en as fait les frais, moi aussi, hein, quand j'ai débuté le couteau. Je peux te dire 6 points de suture au pouce, 2 à l'index, je m'en souviens. Donc là, les règles de sécurité, c'est strict, et je pense que y a rien de mieux que la transmission là-dessus, hein. Même lire un bouquin ou lire un forum, je trouve que ça suffit pas. Oui, et puis là, la transmission donc de vive voix, donc face à face, donc c'est bien de pouvoir discuter avec quelqu'un qui l'utilise, hein, que ce soit pour différentes façons de s'en servir, ou de l'entretenir ou de l'affûter. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose d'inné, c'est-à-dire que si on n'a jamais manipulé d'outil coupant, il suffit pas de le prendre et de tailler quelque chose pour savoir se servir d'un couteau. Un couteau, mieux on apprend à s'en servir et plus on peut se faire de choses avec. C'est pour ça que je choisirais que ça en situation de survie, mais c'est vraiment important. Il y a des vidéos qui existent sur internet de gens qui montrent les différentes prises et qui détaillent bien tous les aspects qu'il faut pas négliger donc en utilisant un couteau, et c'est important de pas s'enflammer. C'est pas parce qu'on vient de recevoir le beau couteau, le gros couteau, que ça y est, on risque rien. Même moi, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas un bivouac où je me taille pas. Même moi, tout le monde tôt ou tard se coupe, hein. Faut faire attention, parce qu'en général, c'est des petites blessures, mais ça peut être bien plus grave, quoi. Il suffit de toucher une veine, une artère, un tendon. Faut pas rigoler avec ça. Ça va très vite, les accidents. Donc à ce propos, moi je sais pas si tu connais, mais il y a une vidéo que j'aime bien qui détaille les différentes prises de façon sécuritaire au couteau. Et c'est une vidéo de Ben Orford, qui est coutelier au Royaume-Uni. Ouais, je connais ce monsieur, ouais. Donc cette vidéo-là, je trouve qu'elle est très instructive, même si elle est en anglais, hein. Elle est vraiment bien, je trouve. Ouais, alors j'avais pas vu celle-là. Moi, j'avais vu la vidéo de Gilles Bushcraft Alpin. J'en avais vu d'autres en anglais. J'étais pas tombé sur celle-là. Mais dans tous les cas, même en regarder plusieurs, il y a toujours des petits conseils. Quand on débute avec ça, et même pour ceux qui ont l'habitude, de temps en temps, ça fait jamais de mal, parce que il y a de mauvaises habitudes qui peuvent vite s'installer, et voilà, quoi. Il suffit d'une fois, et ça peut avoir des conséquences fâcheuses. Sur ces sages paroles, je vais te remercier, Pierre-Élie. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les références de ton site ? Alors mon site internet, donc en anglais, c'est www.theoutdoorway.fr. Et j'ai une page Facebook aussi où je poste régulièrement ce que je fabrique. C'est la page The Outdoor Way Knives en anglais. The Outdoor Way Knives. Là, vous pourrez voir un peu ce que je fais. C'est pas là où il y a les photos les plus détaillées, parce que je veux pas noyer non plus. Je veux laisser la découverte accessible et pas noyer sur 15 photos pour chaque modèle. Mais là, vous pourrez voir un peu ce que je fais. Ok, bah écoute, un grand merci, voilà. Pierre-Élie. Eh bien, merci à toi. Wilson! Je suis désolé! Excuse-moi, Wilson! Wilson! Je suis désolé! Excuse-moi! Merci à Pierre-Élie Gaspin pour cet entretien. Vous pouvez retrouver un lien vers ses couteaux, vers son travail sur le blog natureaventuresurvie.blogspot.fr. En attendant, n'hésitez pas à rester informé en suivant notre page Facebook, Nature Aventure Survie. On se retrouve également bien sûr sur Twitter, Instagram, Google+, comme d'habitude. Bonne fin de semaine à tous et bon bushcraft.